Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Le pouvoir judiciaire rwandais a officiellement lancé une semaine dédiée à la lutte contre la corruption au sein des juridictions placées sous le thème « Un mauvais service est une porte ouverte à la corruption ». Dénoncer et collaborer pour prévenir. Cette initiative vise à sensibiliser les acteurs de la justice ainsi que les citoyens à l'importance d'un service judiciaire intègre, transparent et efficace au sein des juridictions ouvertes. À cette initiative vise donc à enseigner et informer par certains justiciables. Elle a notamment évoqué la présidente de la Cour suprême, Domitille Mukanaganzwa. Elle a reconnu que des dysfonctionnements persistent encore dans certains tribunaux à travers le pays. Elle a notamment évoqué des cas où des justiciables continuent d'être mal orientés ou insuffisamment informés par certains juges. Une situation qui peut avoir des conséquences importantes sur leur vie personnelle, sociale et économique. Elle a aussi dénoncé la pratique de report d'audience décidée sans information préalable aux parties, obligeant parfois les citoyens à passer la journée dans les enceintes judiciaires sans obtenir le service attendu. La présidente de la Cour suprême a rappelé avec fermeté qu'aucun juge n'est au-dessus de la loi et que l'exercice de la fonction judiciaire doit rester strictement guidé par l'intérêt des citoyens et le respect des principes d'intégrité. Elle a reconnu que la corruption existe encore dans le système judiciaire, tout en soulignant que sa lutte exige un engagement collectif, aussi bien des institutions que de citoyens appelés à signaler tout comportement suspect. Selon les données communiquées par les institutions concernées, les 13 juges ont été poursuivis l'année dernière pour des faits liés à la corruption ou à des infractions connexes. Le ministère public a indiqué de son côté que 17 procureurs ont fait l'objet de poursuites pour corruption durant la période 2024-2025. Le barreau rwandais a signalé également qu'environ 4 avocats ont été inquiétés pour des faits similaires. Par ailleurs, le bureau rwandais d'investigation RIB a précisé que plus de 50 de ses agents ont déjà été licenciés pour des affaires liées à la corruption, tandis que d'autres dossiers sont encore pendants et devant les juridictions compétentes. À travers cette semaine de mobilisation, les autorités judiciaires tentent de renforcer la confiance du public dans l'appareil judiciaire et rappeler que la transparence, la qualité du service et la responsabilité professionnelle constituent des piliers essentiels de l'état de droit. Et des analystes en gouvernance estiment que la redevabilité des dirigeants et la mise du citoyen au centre de l'action publique constituent des leviers essentiels pour permettre à l'Afrique et résoudre les nombreux défis auxquels ces populations sont confrontées. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Des étudiants de l'African School of Governance, une université spécialisée dans l'enseignement de la gouvernance, figurent parmi les participants à la 20e édition du dialogue national au Musikirano. Ils indiquent que ce cadre d'échange leur a offert une occasion privilégiée de mieux comprendre comment les notions théoriques étudiées à l'université peuvent être concrètement mises en œuvre. Nous avons abordé des questions liées à la redevabilité, au respect des principes de gouvernance, à la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi qu'aux défis qui peuvent survenir. J'étais particulièrement intéressée par les stratégies spécifiques comme le programme de développement durable NST2. Ces dialogues nous a permis de comprendre le niveau actuel de sa mise en œuvre et de saisir ce que signifie réellement l'élaboration des stratégies de développement adaptées. La redevabilité et la gouvernance sont indissociables. Sans la redevabilité, la gouvernance se détériore. Ce que nous avons appris du président de la République du Rwanda, des membres du gouvernement, des ministres et d'autres responsables présents à l'Umusikirano, c'est que chaque dirigeant doit considérer la redevabilité comme un outil fondamental pour bien accomplir ses missions. En tant qu'étudiante, ces enseignements se seront utiles lorsque je retournerai dans mon pays pour travailler au sein de la société civile après ma formation en gouvernance.
De son côté, l'analyste politique et enseignant à l'Université du Rwanda, le Dr Ndushaband Eric, affirme que le dialogue national Mushyikirano constitue l'un des mécanismes pouvant aider les pays africains à identifier des solutions durables à leurs problèmes et à bâtir un développement centré sur le citoyen. Le Mushyikirano aborde de nombreux axes essentiels qui peuvent contribuer à la paix, à la sécurité et au respect des droits pour tous en Afrique. Sans ces fondements, toute démarche devient chaotique. La redevabilité exercée dans la transparence est primordiale, car l'un des grands problèmes du continent réside dans la poursuite d'intérêts personnels ou communautaires. Le dialogue consiste à se poser des questions clés. Que faisons-nous? Comment le faisons-nous? Et où en sommes-nous? Il s'agit d'une vision stratégique fondée sur la culture de la performance et des engagements concrets, un élément qui fait encore défaut dans de nombreux pays africains. Pour sa part, le président de la République, Paul Kagame, estime que la longue période de colonisation du continent africain ne devrait pas servir de prétexte aux problèmes persistants de gouvernance et aux mauvaises conditions de la vie des populations. Nous avons parfois tendance à penser que ce qui nous a causé des problèmes et que le passé continue à nous freiner aujourd'hui, même lorsque nous essayons d'avancer. Mais si nous savons que certaines réalités ne changeront pas, qu'est-ce qui nous empêche d'agir et d'atteindre nos objectifs? Devons-nous rester prisonniers de l'histoire, de l'esclavage et de la colonisation? Qu'allons-nous réellement emporter comme enseignement après ce dialogue? Les analystes en sciences politiques et gouvernance soulignent en fait que le dialogue national Mushyikirano illustre l'importance d'un modèle politique fondé sur un dialogue sincère entre dirigeants et citoyens, la mobilisation des efforts collectifs et la primauté de l'intérêt général, autant d'éléments indispensables pour construire en Afrique une gouvernance capable d'apporter des réponses durables aux défis du continent. Et depuis ce lundi, des interventions chirurgicales destinées aux patients souffrant d'épilepsie ont officiellement débuté au Rwanda. Il s'agit donc d'une première dans le pays car jusqu'à présent, les personnes atteintes de cette pathologie devraient se rendre à l'étranger pour bénéficier d'une prise en charge chirurgicale spécialisée. Ces opérations sont réalisées grâce à une collaboration entre des médecins spécialistes. Nous allons peut-être y revenir. Et justement, en parlant maintenant d'actualité, le parquet militaire a annoncé que le brigadier général Gakwerere Ezekiel, ancien secrétaire général du groupe terroriste FDLR, se trouve toujours entre les mains des services de sécurité et qu'un processus est en cours pour le traduire en justice afin qu'il réponde des crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis ainsi que d'autres crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. S'exprimant devant la presse lors d'un échange avec les institutions membres du Forum national de la justice à l'occasion du lancement de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption dans les juridictions. Le procureur général militaire, le colonel Charles Soumani, a indiqué que le brigadier général Gakwerere détient de nombreuses informations relatives à ses activités au sein du groupe terroriste FDLR opérant dans les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a précisé que les services de sécurité rwandais poursuivent encore les interrogatoires à son encontre et qu'il pourrait être présenté devant la justice dans les prochains jours. Le colonel Soumani a rappelé que lors de la prise de la ville de Goma par les combattants de la coalition AFC M23 en janvier 2025, le brigadier général Gakwerere Ezekiel faisait partie des éléments des FDLR capturés dans cette ville. Il a ensuite été remis aux autorités rwandaises le 1er mars 2025 afin d'être poursuivi pour les crimes présumés qu'il aurait commis durant le génocide perpétré contre les Tutsis. Et le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille a affirmé que soutenir la scolarisation des adolescentes, garantir une éducation de qualité et sanctionner sévèrement les auteurs des violences sexuelles contre les mineurs ainsi que leurs complices figurent parmi les solutions durables pour lutter contre le phénomène des grossesses précoces chez les jeunes filles. Par ailleurs, certaines jeunes filles du district de Gatsibo, devenues mères précocement, ont bénéficié de formations professionnelles
professionnelle et témoignent que ces apprentissages leur ont permis de surmonter les traumatismes vécus et d'améliorer leurs conditions de vie. À 15 ans, Tuishi Milete Odette était tombée enceinte alors qu'elle était en deuxième année du secondaire. Elle a dû quitter l'école et faire face à des conditions de vie difficiles. En 2023, elle a été sélectionnée par le district de Gatsibo parmi les jeunes mères bénéficiaires d'une formation professionnelle. Elle a donc choisi la filière de cuisine et de transformation des produits de base de farine et affirme aujourd'hui que sa vie a profondément changé. Depuis 2025, plus de 340 jeunes filles ont eu des grossesses précoces à Gatsibo. Elles ont bénéficié de formations professionnelles tandis que d'autres ont été réintégrées dans le système scolaire. Elle s'ajoute à celles formées les années précédentes. Cette initiative est menée par le district en collaboration avec différents partenaires qui accompagnent d'abord ces jeunes filles dans un processus de reconstruction personnelle après les épreuves traversées. Elle souligne que la formation professionnelle en particulier leur donne espoir et confiance en l'avenir. Les statistiques du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille ont indiqué qu'en 2023, 22 054 adolescentes sont tombées enceintes, dont 8 800 dans la province de l'Est. Une étude récente de l'Institut national de la statistique du Rwanda a révélé que le taux de grossesse précoce est passé de 5% en 2020 à 8%. Parmi ces adolescentes, 21% n'avaient jamais été scolarisées, 13% avaient seulement un niveau primaire, tandis que celles ayant atteint le secondaire représentent 4%. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Ouimana Consolé, a souligné lors du dernier dialogue national, Moussitilano, que l'une des solutions durables à ce problème reste l'accès des enfants, notamment les jeunes filles, à une éducation de qualité. Elle insiste également sur la nécessité de sanctionner sévèrement les auteurs des violences sexuelles contre les mineurs, ainsi que ceux qui couvrent ces crimes. Selon le rapport 2023-2024 de la Commission nationale des droits de l'homme, 69% des adolescentes enceintes n'obtiennent pas justice, tandis que 78% de celles qui étaient scolarisées ne reprennent pas leurs études après l'accouchement. Et des étudiants suivant des formations axées sur le renforcement des compétences en langue anglaise et en technologie de l'information et de la communication ont indiqué que ces cours leur permettront de se développer personnellement et d'accéder ainsi à des opportunités d'emploi sur le marché international afin de devenir des leaders de demain. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Alors que le gouvernement du Rwanda continue de promouvoir une économie fondée sur le savoir, un programme dénommé Isomo Circles a été mis en place. Il s'agit d'une initiative nationale communautaire visant à renforcer les capacités des apprenants en leadership et en communication et en technologie et en valeurs civiques. Les étudiants participant à ce programme affirment en tirer de nombreux bénéfices, soulignant que les enseignements reçus complètent leur apprentissage scolaire et contribue à leur développement personnel et participe au progrès du pays et dans son ensemble. Isomo Circles vient compléter ce que nous apprenons à l'école. Nous y étudions des matières comme les mathématiques, la physique et l'informatique, mais ces programmes nous apportent en plus des compétences de vie que nous n'avons pas toujours le temps d'acquérir dans le cadre scolaire classique. Personnellement, le programme m'aide énormément, surtout dans un contexte où le développement actuel exige des compétences en culture numérique, en usage des technologies et en maîtrise de l'anglais. Si l'on considère l'avenir de notre pays, le Rwanda a besoin de dirigeants compétents, ouverts d'esprit et guidés par l'intérêt général plutôt que par l'intérêt personnel. Isomo Circles nous aide à former ce type de leaders capables de placer les pays au-dessus de tout. Je suis convaincue que grâce à la jeunesse, le Rwanda atteindra un niveau élevé et deviendra une référence à l'échelle mondiale. L'enseignante Tanita Kirezi Mvano explique que les cours dispensés dans le cadre du Isomo Circles ont profondément transformé les apprenants, notamment en renforçant chez eux les valeurs d'une bonne gouvernance recherchées par le pays. Avant le lancement de ces cours,
Beaucoup d'élèves percevaient l'apprentissage uniquement comme un moyen d'obtenir de bonnes notes, sans réfléchir à son impact sur leur vie, leur famille ou leur pays. Grâce aux modules pédagogiques mis en place, leur façon de penser évolue. Ils comprennent désormais que l'éducation ne se limite pas aux résultats scolaires, mais qu'elle vise aussi à former les leaders de demain au bénéfice de la société tout entière. De son côté, le directeur général de l'Isomo Academy, Mio Chaston, indique que ces formations ont été conçues pour doter les jeunes Rwandais des compétences et du comportement nécessaires pour être compétitifs sur le marché international tout en contribuant activement au développement national. Lorsque nous parlons de l'avenir, nous pensons aux Rwandais de demain, dotés de connaissances et de valeurs qui font l'honneur à son pays. La directrice générale adjointe de l'Agence nationale en charge de l'éducation de base, Dr Flora Mutesgajou, précise que le programme Isomo Sakos vient en appui aux initiatives déjà mises en œuvre par le ministère de l'Éducation et qu'il devrait apporter une contribution significative au développement du système éducatif du pays en général. Isomo Sakos soutient le curriculum existant du ministère de l'Éducation. Il contribue à former l'enfant que nous souhaitons. Un apprenant doté de connaissances, de compétences, des valeurs et de cultures nécessaires pour s'épanouir dans la société. Lancé l'année dernière dans 12 établissements scolaires, le programme Isomo Sakos est aujourd'hui déployé dans 40 écoles. Il est prévu qu'il continue de s'étendre à d'autres établissements à travers le pays. Les habitants relogés dans les villages modèles de la ville de Kigali se disent reconnaissants du soutien reçu grâce à leur organisation en coopérative avicole. Ils appellent toutefois le gouvernement à collaborer plus étroitement avec la direction de ces coopératives afin d'améliorer leur fonctionnement et de gérer des revenus durables. Le récit de Patrick Nyelidandi. Desservant les habitants du village modèle Aya Baraya, un secteur Masaka du district de Kichukiro, des poulets ont été distribués en 2018. Le projet a débuté avec environ 5000 poules pondeuses, produisant plus de 1000 œufs par jour. En district de Gasabo, secteur Gikomero, les habitants du village modèle de Runyinya ont également reçu des poules pondeuses en 2017. Les responsables de la coopérative Inyenyeriza Yikomero indiquent que les poules produisent actuellement plus de 1500 œufs par jour. Les habitants des deux villages ainsi que leurs représentants locaux affirment que le projet avicole les ont soutenus de diverses manières, notamment en améliorant le revenu des ménages et la nutrition de leurs enfants. Ces fermes nous fournissent des engrais et des œufs pour compléter l'alimentation de nos enfants. Chaque membre reçoit un plateau d'œufs tous les 3 mois. Comme nous vendons des œufs, ceux qui sont légèrement abîmés sont généralement distribués. Les membres reçoivent des œufs gratuitement. Quand nous n'en avons plus, nous reprenons la distribution là où nous l'avions arrêtée. Avec 10 œufs, on peut en effet bouillir 5 pour les enfants et faire frire les 5 autres. Cela permet de lutter contre les retards de croissance. C'est important, car si nous devions les acheter, nous n'en aurions probablement pas le moyen. Cependant, la situation est différente au village modèle de Karama, en district de Nyarugenge. En 2019, les habitants ont reçu environ 7500 poulets, mais certains affirment qu'une mauvaise gestion a entraîné un manque de productivité. Lors d'une visite des Arabiers sur place, aucun poulet n'a été trouvé. Les responsables de la coopérative ont déclaré qu'ils étaient en train de reconstituer leur élevage. Tous ces poulets ont été décimés sans que les citoyens n'en retirent les bénéfices significatifs, car au cours de ces dernières années, aucune des 240 familles n'a pu payer son assurance maladie grâce aux profits tirés de la vente des poulets qui nous ont été donnés.
on ne peut pas dire que ce projet nous soit utile. Nous souhaitons que la direction soit proche de nos responsables afin de les soutenir dans le suivi et l'évaluation. Ils ont tout de même pu recevoir un petit quelque chose pendant les fêtes. Chaque membre a reçu de l'argent ce jour-là. Nous avons bénéficié des 2000 volailles initiales et nous en avons commandé 2000 autres. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Nirenganya, affirme que l'élevage des volailles continue de jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des habitants des villages modèles. Elle ajoute que la ville de Kigali restera étroitement impliquée auprès des coopératives, notamment pour renforcer leurs pratiques de gestion. L'Institut national chargé des coopératives est censé être proche des différentes coopératives, en particulier celles composées de personnes comme celle-ci, qui ont besoin d'être accompagnées pour améliorer leurs conditions de vie. Nous continuerons à les soutenir et à les conseiller autant que possible. Et nous étudierons également les autres mesures que nous pouvons prendre pour valoriser le développement de leurs projets. Malgré les progrès réalisés, les niveaux de production de projets avicoles dans les villages modèles de Kigali montrent que des mesures de gestion solides et durables restent nécessaires. Presque tous ces projets ont subi des pertes à un moment donné et ont ensuite dû compter sur le soutien des bienfaiteurs qui ont réinvesti pour éviter leur effondrement. Et toujours en parlant d'élevage, les habitants de la province de l'Ouest ont affirmé que le projet de promotion de l'élevage des animaux domestiques et de leurs produits dérivés, initié par le gouvernement rwandais, leur a permis de franchir un cap important dans leur développement et qu'ils ne comptent pas revenir en arrière. Depuis 2020, les populations des 5 districts de la province de l'Ouest ont bénéficié d'un appui pour l'élevage des petits animaux grâce au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en collaboration avec ses partenaires. 5 ans plus tard, elles se réjouissent des progrès réalisés. Ces bénéficiaires ont souligné également qu'ils disposent désormais de marchés pour vendre et acheter du bétail. Des infrastructures commerciales ont été construites à cet effet. La vice-maire du district de Kalonji, chargée des affaires sociales, Umuhoza Pascazi, a indiqué que l'élevage des petits animaux a contribué à sortir de nombreux ménages de la pauvreté et à encourager le travail en coopérative considéré comme un pilier du développement. De son côté, le coordinateur du projet de promotion de l'élevage du bétail et de leurs produits dérivés, connu sous le nom de Prism, Joseph Nchotiing, a affirmé que l'appui aux populations se poursuivra durant les 3 prochaines années. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, avec ses partenaires, a investi donc 45 millions de dollars dans ce projet. Outre la distribution d'animaux tels que les poules, les porcs, les moutons, les chèvres, les infrastructures ont été construites dans 15 districts, notamment des cliniques vétérinaires, des marchés à bétail et des abattoirs. Et c'est donc sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.